Un monstre, je vous dis, c'était un monstre ce gars. Et la police devient folle. Mais ce que je vais vous dire là, c'est choquant. Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler du Golden State Killer, qu'en français on nomme le tueur du Golden State, et c'est une affaire tout fraîchement résolue. C'est une histoire très triste puisqu'effectivement beaucoup de personnes ont perdu la vie et les atrocités que cet homme a commises sont très difficiles même à raconter, mais ça reste une histoire qui nous montre qu'il ne faut jamais perdre espoir, puisque même des années et des années plus tard, ces cas ils peuvent être résolus, on peut trouver le coupable. Commençons par le tout début. Qui est le Golden State Killer ? Déjà, on le surnomme le Golden State Killer puisque la plupart de ces crimes ont été commis dans l'État de Californie, qu'on surnomme l'État doré, donc le Golden State. Tout commence en 1973 dans la ville de Visalia, en Californie. Plusieurs personnes disent avoir été victimes d'un cambriolage dans leur maison. Et ce qui est super malsain, ce qui est très très bizarre, que ces cambriolages n'avaient rien de classique. En fait, cette personne s'introduisait chez les gens et ne volait pas des objets de valeur. Bien au contraire, en fait, il prenait du plaisir tout simplement en détruisant les habitations des personnes. Il allait par exemple vider les tiroirs, jeter tout par terre. Il aimait faire ça par exemple avec les sous-vêtements des femmes qui habitaient dans la maison. Il déchirait des photos, ignorait complètement tout ce qui avait une valeur. Il pouvait même y avoir des billets, de l'argent sur une table, il n'allait pas les prendre. À la place, il allait prendre une petite chaîne, une photo de famille. C'était très très bizarre. On aurait dit presque que son but n'était pas celui de cambrioler et de voler pour une question d'argent ou de possession matérielle, mais c'était vraiment juste de semer la terreur, de faire sentir les personnes vulnérables. Dans une période de 20 mois, 120 personnes disent avoir été victimes de cet homme, qu'on surnomme désormais le saccageur de Visalia. Mais ce qui est extrêmement troublant, c'est que cette personne ne laissait aucune trace derrière lui. Il faisait tout ça, il prenait son temps, et quand la police arrivait sur les lieux, il n'y avait rien, aucune évidence, et il était introuvable. Mais les choses vont vite escalader, puisque vite cet homme ne se contentera plus tout simplement de semer la peur en saccageant des maisons, mais il va commencer à commettre ses premières agressions. Déjà, il va commencer par s'introduire dans la maison de femmes qui habitent seules ou avec des enfants. Il les réveille en plein milieu de la nuit avec une lampe torche qui flash dans leurs yeux. Il les attache, les agresse et en plus, ce qu'il fait par la suite, c'est qu'il ne fuit pas tout de suite la scène. Non, non, non. Il reste dans la maison, il ouvre le frigo, se sert un verre, se met à l'aise, prend son temps dans le plus grand des calmes et voilà, en laissant la femme attachée dans sa chambre. C'est atroce, hein, c'est absolument horrible. Et très vite, cela ne lui suffira plus non plus. Donc maintenant, il va commencer à s'en prendre à des couples. Je ne veux pas rentrer dans les détails pour vous raconter tout ce qu'il a pu faire, mais c'était de la torture, que ce soit physique ou psychologique, ce que ces gens ont dû vivre, les traumatismes qu'ils ont dû subir, j'ose même pas imaginer. C'était un monstre, clairement. Toujours avec la même tactique, donc il s'introduit dans la maison de ses couples, il les attache. Parfois, il obligeait la fille à attacher son mari en les menaçant avec des armes. Et puis, il faisait des choses tellement malsaines. Par exemple, il allait mettre des assiettes sur le dos de l'homme et il allait lui dire « Si j'entends ces assiettes bouger, si j'entends le moindre bruit, je la tuelle et je te tutoie après. » Et encore une fois, même chose, il va dans la cuisine, se sert un verre, se met à l'aise. Et repart sans laisser aucune trace et la police devient folle. Ça s'est passé plus d'une 50aine de fois et à chaque fois, les victimes racontent des histoires aussi énormes et la police est impuissante, ils n'ont aucune preuve, ils n'ont aucun ADN. Faut dire qu'il était tout le temps cagoulé avec des gants. Il était préparé. Et c'est pour ça qu'on commence à se douter si cet homme n'a pas des connaissances. Il pouvait peut-être faire partie de l'armée. On pense alors que c'est un militaire
ou même quelqu'un de la police. Parce qu'en fait, la façon dont il s'en tire, en faisant des choses aussi bien élaborées, c'est pas quelque chose de banal. Et ça rend la police complètement folle. Un autre petit jeu malsain que cet homme faisait, c'est que des mois, voire des années après ses agressions, il appelait les victimes au téléphone. Par exemple, il y a une fille qui un jour a décroché le téléphone de chez elle et elle entend une voix lui dire « Je vais te tuer, je vais te tuer ». Puis il a aussi appelé une autre victime en lui disant « Tu te souviens de moi, joyeux Noël ». Enfin, un monstre, je vous dis, c'était un monstre ce gars. Mais jusqu'à ce moment-là, il laisse quand même ses victimes partir. Il a encore tué personne, il ne s'agit que d'agression, même si c'est absolument terrifiant, hein. Mais ce n'est qu'en 1979 qu'il va commencer à commettre ses premiers meurtres. En gros, il fait ce qu'il a toujours fait, ce que je viens de vous décrire, mais en plus de ça, il laisse pas ses victimes partir. Il finit par les tuer. Et 13 personnes innocentes ont perdu la vie à cause du Golden State Killer. Pendant des années et des années, on n'aura aucune idée de qui était cette personne. Mais le cas n'a jamais été vraiment clos. La police a toujours voulu avoir des réponses. Ils ont toujours eu espoir. Et bah ça a payé. Ça a payé parce qu'on est désormais en 2018 et il va se passer quelque chose d'incroyable. Pendant tout ce temps, la police a gardé l'ADN du Golden State Killer, puisqu'en fait, ils ont l'ADN de cet homme. Ils l'ont eu sur les scènes de crime, ils ont pu prélever l'ADN à plusieurs reprises. Le problème, c'est qu'ils n'avaient aucun match. Dans une enquête criminelle, quand on a l'ADN du coupable, ça ne veut pas automatiquement dire que c'est bon, on l'a chopé, puisqu'après, il faut aller matcher cet ADN avec une identité, et s'il n'y a pas une identité déjà enregistrée dans le système des autorités, bah ça donne à rien en fait. Pendant 40 ans, la police a gardé cet ADN dans l'espoir qu'un jour il puisse servir à quelque chose. Et bah justement, un jour, un policier a une idée assez brillante. Vous vous souvenez sans doute, il y a quelques années, il y a eu la mode où tout le monde faisait des tests ADN via des sites où en gros on pouvait un petit peu découvrir nos origines, notre arbre généalogique. Enfin c'était assez intéressant, on a même vu des youtubeurs, je crois que Squeezie a fait une vidéo où justement il a fait un test ADN comme ça. En gros, t'envoies un petit peu de ta salive à un labo et on t'envoie le test à la maison. Et la police a eu l'idée, s'est dit, et si on n'essayait pas de comparer l'ADN du Golden State Killer dans la base de données de certains de ces sites, en fait, de ces entreprises. Certaines de ces entreprises ont refusé, n'avaient pas envie de donner accès à leur base de données, mais il y en a une qui a accepté. Et bingo, il trouve un ADN qui ressemble vachement à celui du Golden State Killer. Tellement qu'on pourrait presque dire que c'est sûrement un membre de sa famille. Et c'est vrai, c'est le cas, c'est un membre de sa famille. Quelqu'un avait fait un test ADN via cette entreprise. Et donc maintenant, on avait ces deux échantillons qui se ressemblent énormément. La police est folle de joie en voyant que voilà, c'est une piste et c'est une piste vraiment très très concrète. Donc ils établissent 5 possibilités, 5 hommes qui potentiellement pourraient être un match, pourraient matcher avec l'identité du Golden State Killer. Parmi ces hommes, il y a Joseph DeAngelo qui, comme par hasard, a l'âge exact qu'aurait en 2018 le Golden State Killer. Il a 70 ans et comme par hasard, là aussi, il a été dans la police et dans l'armée. À ce moment-là, la police est quasiment certaine d'avoir le coupable, d'avoir trouvé l'homme qu'ils ont cherché pendant toutes ces années. Mais devant un juge, c'est pas assez. Maintenant, il faut aller à l'encontre de cette personne, ce Joseph DeAngelo, et lui prélever de l'ADN pour le comparer avec celui original, avec l'ADN du Golden State Killer qui avait été prélevé sur la scène de crime 40 ans auparavant. Du coup, ils vont essayer de faire plusieurs tentatives. La première, ça va être celle de frotter la poignée de sa porte d'entrée. Donc ça va être très discret, ils vont essayer de frotter la poignée de la porte. Ils vont essayer de tester tout ça, mais ils n'ont pas réussi à collecter assez d'ADN, donc ce test n'est pas concluant. Ils vont alors essayer d'autres méthodes. C'est une tâche assez difficile étant donné qu'ils, comme je dis, ils veulent être très discrets. Mais là, un jour,
Joseph DeAngelo sort de chez lui alors qu'il est en train d'être espionné. Et il jette à la poubelle un mouchoir à peine utilisé, voilà, tout fraîchement jeté, bim, et là c'est l'occasion parfaite. La police attend le moment où Joseph DeAngelo est rentré chez lui, ils courent, prennent le mouchoir, vont direction le laboratoire, et là, c'est le match parfait. Ils ont trouvé le Golden State Killer. Le Golden State Killer est cet homme, Joseph DeAngelo. 40 ans plus tard, c'est de la folie, c'est incroyable. Suite à cette découverte, ils vont tout de suite l'arrêter. Et là va commencer le procès. Et c'est cette partie de l'histoire que je trouve limite la plus folle. Parce que le procès commence et devant le juge, il y a ce petit vieillard de 70 ans qui en fait semble totalement paumé. On se demande même s'il a compris pourquoi il est là. Le juge lui demande « Monsieur DeAngelo, vous savez pourquoi vous êtes là? Vous savez pourquoi vous êtes jugé ?» Et il répond avec cette petite voix fébrile « Oui, mais vraiment, on se demande s'il est encore... s'il est vraiment conscient de ce qui est en train de se passer. » Et ça rend la situation assez compliquée parce qu'on se dit comment on va faire pour juger un homme aussi vieux, aussi mal en point. Et ça crée vraiment un petit peu une confusion d'un point de vue un peu éthique. Mais ce que je vais vous dire là, c'est choquant. Vous vous doutez bien, dans une cellule, surtout quand on parle de crimes aussi graves, on ne les laisse pas comme ça sans surveillance. Il y a des caméras de surveillance dans chaque cellule. Et il y a un clip qui est diffusé du coup, où on voit que dans sa cellule, ce gars est en pleine forme. Joseph DeAngelo, qui est un espèce de légume devant le juge, eh ben, il fait de l'exercice physique dans sa petite cellule, on le voit en train de sauter dans tous les sens, on le voit grimper sur des meubles avec une agilité limite impressionnante pour un homme de 70 ans, tout le contraire de ce qu'on a pu voir devant le juge. Il grimpe sur les meubles pour mettre des draps au-dessus des lumières, pour être dans le noir, enfin il fait des trucs et là on se dit il est encore en train de manipuler. Ça fait partie de son plan en fait. C'est scandaleux. Dans tous les cas, que ce soit un vieillard, qu'il soit paumé, qu'il n'ait pas conscience de ce qui se passe, ça n'aurait même pas été vraiment un argument valable devant le juge puisque ça n'enlève pas toutes les choses atroces qu'il a fait. Donc dans tous les cas, c'est peut-être une stratégie de sa part pour avoir une peine plus légère, mais plus légère de quoi en fait? Donc dans tous les cas, c'était un détail que je voulais inclure, mais je crois pas que ça aurait dans tous les cas eu un impact sur le procès. Puisque face à l'évidence, Joseph DeAngelo a plaidé coupable. Il devait plaider coupable, c'est-à-dire que quand il y a une preuve de ADN, il n'y a même pas le choix. C'était mieux pour lui de plaider coupable tout de suite. Murder in the first degree, how do you plead? Il a été condamné 11 fois à perpétuité. N'essayez pas de trouver la logique dans ça, il n'y a pas. On ne peut pas faire de la prison 11 fois à perpétuité. C'est juste pour vous montrer la gravité de la situation, la gravité de la condamnation. En gros, cela signifie que clairement, il ne sortira jamais de prison. Et c'est parfait, c'est tout ce qu'il mérite de toute façon, donc c'est très bien. Je vous rappelle qu'on est en train de parler d'une personne qui a saccagé 120 maisons, a agressé 50 personnes et on a tué 13. On ne peut pas dire que c'est une bonne fin. Il n'y a pas de bonne fin quand on imagine tout simplement la façon dont ces personnes ont été marquées par ce qui leur est arrivé, quand on pense aussi aux victimes qui ont perdu la vie. Mais je dois dire qu'il est quand même plus satisfaisant de savoir que le coupable est en train de payer en prison et qu'il n'en sortira jamais, plutôt que de laisser à Joseph DeAngelo la possibilité de mourir heureux dans son lit, dans sa maison. Ça, c'était hors de question. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, à laisser un pouce bleu et également à me laisser des suggestions pour d'autres vidéos que vous aimeriez que je couvre sur cette chaîne. Je vous dis à très bientôt.